Je dirais que, et alors, c'est clair qu'autour des années 68-69, il y a eu, qu'on peut dire, ces changements majeurs aussi dans ma vie. C'était comme la philosophie ne répondait plus aussi à ce que j'ai rencontré dans mes expériences quotidiennes, très politiques. Et j'avais l'impression que, qu'on peut dire, ces questionnements, qui après j'ai compris comment étaient importants, ces questionnements plutôt généraux, il ne donnait pas de réponses très précises à ce qu'était l'expérience politique de ces années. Okay? Donc j'avais besoin d'expérimenter. Et alors avec cette idée d'expérimenter, mais aussi, je dirais, des difficultés personnelles, parce que j'étais toujours dehors, en marge, différente. Ce problème de la différence vis-à-vis, comme on peut dire, du monde de Naples, où j'avais grandi, il m'a mené, je dirais, à deux choses. D'abord, à commencer à travailler. J'ai déjà travaillé un peu dans un groupe à Naples de psychologie. Et donc, j'ai eu une bourse postdoctorale, post-lauréat à l'Institut de psychologie de Naples. Mais après, j'ai pensé que la meilleure chose, c'était d'aller à faire de la psychologie et de la psychanalyse à Rome. Donc, enfin, je quitte Naples. Je quitte Naples et je m'en vais à Rome. Et je dois dire, il semble très, très bizarre, mais pour moi, arriver à Montréal, c'était très facile de m'intégrer. Et aussi au Québec, je vous dirai après pourquoi, je trouve qu'il y a quelque chose que je retrouve aussi dans la modalité napolitaine de réagir les événements. Rome était la ville du pouvoir, les deux pouvoirs, le pouvoir catholique, le pouvoir du Vatican, le pouvoir politique, une ville d'un cynisme énorme, une ville d'une beauté énorme. Mais où j'étais, je dirais, tout ce qui était aussi les repères de ma vie ne fonctionnait plus, étaient différentes. Mais j'étais passionnée à mon expérience, soit de psychologie et soit de psychanalyse. Et là, j'en commence à travailler beaucoup dans les années 70, 75. Je suis à Rome et j'en commence 75, 78, c'est tout de les années 70, disons, surtout en travaillant aussi en faisant la formation psychanalytique, en psychologie, et aussi j'ai commencé à fréquenter un institut de psychiatrie et où je faisais partie d'un groupe qui était un groupe extrêmement intéressant parce que nous étions une vingtaine de personnes qui est différent, disons, il y avait des médecins, il y avait des neurologues, il y avait des psychologues, ou des gens comme moi qui venaient de la philosophie, mais tous en formation psychanalytique, avec la formation psychanalytique les plus différentes. Donc, et chaque mercredi, on avait une grande réunion avec un cas discuté par les lacaniennes, par les jungiennes, par les freudiennes, par les winnicottiennes, par les bioniennes des groupes. Donc, toute la psychanalyse at large, et pas avec les tensions, mais avec une ouverture. Ça, c'était une expérience très, très formative et très intéressante, qui a duré, je dirais, plusieurs années. Et d'autre part, j'ai commencé aussi à fréquenter le département d'anthropologie à l'Université de Montréal, mais c'était surtout ça, on vient vraiment vers la deuxième partie des années 70, mais j'ai joué vraiment entre la psychanalyse et encore, je n'avais pas l'anthropologie encore. C'était que j'étais très intéressée à la psychanalyse, mais la psychanalyse ouverte à la société, à la culture.
Et pourquoi? C'est très intéressant parce qu'en Italie, nous sommes, disons, vers la fin des années 70 avec une grande expérience politique. La grande expérience politique est arrivée avec le rôle qu'a eu Franco Basaglia en Italie. Franco Basaglia était un psychiatre, toujours avec une formation très très forte aussi, une ouverture avec la psychanalyse, mais surtout à Gorizia et à Trieste, il en commence à ouvrir les hôpitaux psychiatriques. Et en bref, nous avons la loi qui s'appellera la loi 180, et c'est la loi, c'est la loi qui va fermer les hôpitaux psychiatriques. Et en Italie. Donc, pour la première fois, vous savez bien, parce que le Québec était une des premières qui a suivi cette nouveauté totale de fermer les hôpitaux psychiatriques, de décrire que la société doit intégrer aussi la différence. Et c'était une révolution encore, qu'on peut dire, une grande révolution, et c'était presque une révolution parallèle à ce que Foucault explique dans le domaine, disons, de ses travaux, de ses réflexions sur la maladie et sur les aspects de la folie. Et Basaglia et Foucault n'ont jamais... En regardant, on dirait qu'ils ont eu des contacts très, très stricts. En effet, je pense qu'ils se sont rencontrés, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, à travers l'intermédiaire de Castel. Castel, le sociologue, était très, très intéressé par Basaglia et très intéressé par Foucault. Et très ami de Foucault. Donc, je pense qu'il a cherché je ne sais pas s'ils se sont rencontrés physiquement, je ne me rappelle pas, mais il y a eu un échange. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette idée de l'engagement politique vis-à-vis de la maladie mentale, de la souffrance, la société malade, vis-à-vis du malade marginalisé, fait partie d'un mouvement très fort de psychiatrie sociale en Italie, qu'il va à un certain moment se connecter avec des réflexions d'une psychanalyse plus ouverte et aussi d'autres réflexions qui seraient, qu'on peut dire, sur la base de l'ethnopsychiatrie contemporaine. Okay? Donc, l'ethnopsychiatrie qui arrive en Italie et les mouvements de l'ethnopsychiatrie en Italie, à lesquels j'ai fait partie, d'une façon très très forte, est liée quand même à une sensibilité très très forte du territoire social qui a vu comme moment la loi de Basaglia, parce que Basaglia a créé une loi, donc a poussé le Parlement italien à créer une loi. Donc c'était quelqu'un sur le terrain, mais quelqu'un qui a rendu le gouvernement italien, l'a poussé jusqu'au but pour faire une démarche sociale, je dirais révolutionnaire. C'est à partir de là que les hôpitaux psychiatriques ont commencé à se fermer. Plus j'ai regardé et plus j'étais dedans ces mouvements, plus mon intérêt de la psychanalyse devenait quelque chose qui était à la fois psychanalytique, si, mais toujours sur les sociales et toujours sur les politiques. Parce qu'il y a eu vraiment une révolution, des débats énormes, je dirais, des débats extraordinaires sur la responsabilité de la société et la responsabilité et comment les malades ne devaient être pas marginalisés, mais intégrés d'une façon ou l'autre. Donc ça, c'était un débat, je dirais, culturel profond. Ce débat culturel et profond, il va, disons, se mettre en relation avec les premières étapes et connaissances que j'ai fait, justement, sur les mouvements d'ethnopsychiatrie et dehors, disons, les mouvements de la psychiatrie sociale. Alors, vers le début des années 80, on commence à penser
de faire une société de psychiatrie transculturelle. Donc, et avec la chaire de psychiatrie à l'Université de Rome et ces groupes qui étaient très ouverts à tous les mouvements de la psychanalyse, nous faisons, avec ces groupes, nous fondons cette société, de laquelle j'étais secrétaire général pendant plusieurs années. En faisant cette, disons, société de psychiatrie transculturelle, j'en commence à regarder autour de moi les gens qui étaient soit en Europe et soit ici, et au Canada et aux États-Unis, qui étaient les gens qui travaillaient beaucoup sur les rapports psychiatrie et culture, ethnopsychiatrie, psychiatrie transculturelle. Vous savez qu'on a, comment dire, une gamme énorme de différences. Mais pour moi, l'aspect très intéressant, c'était encore un aspect politique dans les avoir ces rapports entre la souffrance mentale et la société et les responsabilités institutionnelles qui existaient. Ça, c'est encore un autre pas, encore caractérisé par mon attitude, on veut dire, je dirais, très, très politique, de s'intéresser toujours à quelque chose qui était un acte très fort vis-à-vis d'un changement de la société. Et là, l'Italie était très importante. Alors, je me rappelle qu'en 84, j'ai des expériences. En 84, donc l'autre sera en 85. Si je me rappelle bien, je me rappelle plus, c'était 1983 ou 1984, c'était les congrès mondial d'anthropologie. Était moitié à Québec et moitié à Vancouver. Je dois voir, mais on peut voir, mais je pense, disons 83. Je pense que c'est 83. Et alors, je m'en vais à Québec et je retrouve à Québec, pour la première fois, je rencontre Gilles Bibeau, Hélène Coren, et puis des Français qui étaient arrivés de Paris, comme András Zampleni. Et là, je me retrouve avec ce monde que j'avais lu, que j'avais compris, qui était, comme je dis, dans une démarche qui m'intéressait beaucoup, mais que je n'avais jamais rencontré personnellement. Et c'est très intéressant parce que je dirais que s'est développé tout de suite un grand intérêt entre, disons, là, je dirais, la tendance que j'ai apportée plus politique sur l'ethnopsychiatrie et la psychiatrie transculturelle et l'anthropologie médicale, mais comme ils ont été faites par les anthropologues à Paris, l'anthropologie de la maladie, et je dirais que cette synergie a créé, je dirais, trois choses. Une collaboration qui a commencé en 83, n'est jamais terminée, et des amitiés très, très fortes, et aussi la découverte que j'ai faite du Québec et de Montréal. Mais laissez-moi ouvrir une parenthèse. Je vais un moment, je vais revenir à l'année 71, parce que c'est ma découverte de Montréal, et d'une façon presque magique. J'étais alors avec, disons, mon copain, qui après est devenu pour une certaine partie de ma vie mon mari, et on n'avait pas l'argent, on a pris disons, des coupons pour faire toutes les universités, toute l'Amérique du Nord, en dormant dans les universités, on nous donnait des coupons. Je me rappelle, on payait $2 pour dormir dans toutes les universités, que l'été était ouvert, disons, n'avait pas des élèves, donc il est prêté, loué aux visiteurs, aussi des visiteurs qui étaient quand même encore des étudiants. Et j'arrive à Montréal et je loge dans les tours de l'Université de Montréal, qui aujourd'hui je les regarde, je ne les trouve pas particulièrement belles. À l'époque, j'étais en pleine 71, place Ville-Marie,
comme je ne savais pas comment dire, cette transformation de Montréal pour l'Expo et les tours de l'Université de Montréal. Eh bien, mes chers amis, à un certain moment, j'ai dit à Marcello, oh Marcello, tu peux t'imaginer comment il pourrait être magnifique de vivre ici à Montréal et peut-être enseigner dans cette université. C'était 71. Donc, je reviens un moment en arrière avec une autre petite histoire personnelle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'à un certain moment, j'ai vu un chapeau de fourrure pour un hiver canadien à moins 45, magnifique. Moi, je vivais à Rome, et je tombe amoureuse de ces chapeaux. On était le mois d'août. Il y avait, faisait une chaleur épouvantable, on n'avait pas l'argent. Et j'ai convaincu Marcello à ne pas manger pour 2 jours pour s'acheter ces chapeaux. Évidemment, ce chapeau est ici, comme objet transitionnel que j'ai amené à Montréal le jour que je suis arrivée et que j'ai vécu le premier hiver canadien. Donc peut-être qu'après, je vous montrerai les chapeaux. Comme je dis, mais ça, c'était des actes complètement, je dirais, magiques, qui quand même ont signé un parcours. Alors revenons à les choses plus sérieuses, revenons à, disons, à ces rencontres avec l'ethnopsychiatrie et la psychiatrie transculturelle, et surtout avec des personnages comme Gilles Bibot, Hélène Coren, András Zampleni, Jean Favre-Sada et Toby Nathan. Okay? Alors, qui était, comment on peut dire, Jean Favre-Sada était anthropologue et psychanalyste, et Hélène Coren n'était pas encore psychanalyste, elle était plus anthropologue. Ça, on a toujours rigolé en disant, moi, en vous connaissant, je suis allé vers l'anthropologie et tu es allé vers la psychanalyse. Qu'est-ce que signifie en termes de réflexions symboliques, tout ça? Mais on a eu beaucoup, je pense, d'influence réciproque très, très forte. Et donc, alors que je les rencontre, on commence à imaginer un travail commun de recherche, de réflexion. Et en 1994, le mois d'octobre, j'ai fait, à l'intérieur d'un grand congrès de psychiatrie, avec toute la psychiatrie biologique traditionnelle, il y avait un petit morceau, disons une petite partie dédiée encore à l'anthropologie, à la Basaglia, à la psychiatrie à la Basaglia, donc une psychiatrie sociale, mais le biologisme montait. J'ai demandé la permission de faire un workshop d'ethnopsychiatrie. Alors, qui a donné beaucoup de bruit. C'était la première fois en Italie qu'il y avait une chose pareille. Et j'ai invité tous ces gens. J'ai trouvé un budget intéressant. Et j'ai tout, donc, Hélène Coren, Gilles Bibot, András Zampleni, Jean Favre-Sada, Toby Nathan, mais pas seulement, je vous dirais, et sont arrivés à Rome. Et là, on a eu vraiment les premiers contacts officiels très importants. Et puis est sorti, disons, un an après, est sorti ce livre. Alors, ça, c'est une petite photo. Malheureusement, il y a seulement Toby Nathan ici. Ça, c'est Federico Allodi qui faisait l'ethnopsychiatrie à Toronto. Ça, j'ai reconnu. Il y avait S. Dick Geddi. Je pense que peut-être que Gilles vous a parlé de S. Dick Geddi qui faisait l'ethnopsychiatrie à Tunis. Donc, et qui était dans ce monde. Et puis, il y avait Toby Nathan, et Jean Favre-Sada était ça. Mais nous avons alors créé, on a édité ce petit livre édité par moi et András Zampleni, et il y avait Collignon, qui était aussi le directeur d'une des grandes revues d'anthropologie, ça s'appelle Psychopathologie africaine, qui est une des grandes. Et puis il y avait Devich, Renat Devich était là, je l'avais invité. Et puis il y avait quand même Elsa Gugino qui s'occupait beaucoup des traditions populaires et des maladies liées à
à l'ethnologie des classes subalternes en Italie. Donc ça, c'était la première, je dirais, vraiment rencontre entre ces mondes qui faisaient des choses très intéressantes, mais qui n'étaient jamais ensemble. Je dirais que s'il y a eu vraiment un rôle très, très important que je pense que j'ai joué dans ce moment, c'était de comprendre qu'il y avait, comment dire, des trajectoires dans l'ethnopsychanalyse, l'ethnopsychiatrie, l'anthropologie médicale et la psychiatrie transculturelle très, très important et qui devait circuler. Après, tous les rapports, je dirais aujourd'hui, sont très importants dans tous les mondes, sont différents, mais là, j'ai pensé encore que politiquement, moi, je pouvais apporter des choses qui est très importantes. Donc, cette idée de la maladie politiquement perçue, à la façon des Basaglia, l'idée de déinstitutionnaliser la maladie mentale complètement. Donc, je dirais quelque chose qui, après, il sera de l'ordre de la pensée Foucaultienne. Mais disons, ce n'est pas seulement Foucault, c'est Basaglia aussi, qui a écrit beaucoup de textes qui m'a influencé beaucoup. Et ça, c'est un parcours très, très important. Et le deuxième parcours, c'était quand même un anthropologue italien qui a joué un rôle très important, mais encore une fois très important politiquement, et qui est Ernesto De Martino. Ernesto De Martino est très important pour plusieurs raisons. La première raison est qu'il est bien sûr un marxiste. Donc j'étais nourri à une anthropologie marxiste. Mais les rapports avec De Martino viennent bien avant de choisir après vraiment l'anthropologie comme dernier lieu de mon être trickster, disciplinaire et nomade. Mais je dirais que De Martino était très bien connu parce qu'il venait de la philosophie. Il venait de la philosophie de Croce et il avait créé quelque chose de terrible dans le monde de gauche. Parce qu'il avait commencé à imaginer, considérer que les formes populaires liées à la souffrance, à la ritualisation de la maladie, à ce que pour nous est très normal, ritualisation et thérapie alternative de la maladie, était un acte de résistance de la culture populaire, de la culture qui n'était pas hégémonique, de la culture qui était subalterne vis-à-vis de la culture hégémonique. Donc, cette idée de mettre ensemble une lecture politique très forte sur les classes subalternes et tout, je dirais, la ritualisation autour d'une souffrance psychologique qui était comme acte de résistance. Mais cette idée était bien sûr une application sur le terrain d'une théorie qui était, disons, une théorie très importante pour nous en Italie, mais pas seulement pour nous en Italie, après devenue très, très importante pour tous les post-colonial studies. Et donc, c'est la pensée de Gramsci, d'Antonio Gramsci, donc qui a déplacé, comme on peut dire, l'attention de la classe ouvrière, des grands centres urbains, à les paysans et à tout ce qui est autour, disons, pas de l'urbanisme des villes, du développement de l'industrialisation, tout ce qui est lié, comme on peut dire, à ce qui est la base de la pensée de Marx ou du marxisme classique. Antonio Gramsci a travaillé d'une autre façon, disons, toutes les formes de résistance d'un monde de la paysannerie qui était antagoniste enfin à la vie urbaine, aussi à la vie de l'industrialisation. Tout ça était perçu par, disons, l'officialité du Parti communiste comme quelque chose de très suspect.
comment tu vas parler beaucoup des actes magiques, qu'on veut dire, de toutes des procédures et stratégies de ritualisation, comme dans le monde de la paysannerie, comme une forme très importante, identitaire et de résistance, plutôt que accepter que tu dois développer. Là, il y avait vraiment l'historicisme des Croce d'une partie, qui c'était plutôt cette idée, et dans l'autre partie, il y avait Gramsci. Et De Martino est je dirais, la fusion de ces deux luttes antagonistes du débat qui était italien, mais que je dirais, ce n'est pas seulement italien. C'est du historicisme, l'égalisme d'une part, et il n'avait pas de nihilisme. Donc la tradition italienne n'avait pas vraiment beaucoup de nihilisme jusqu'à les années plus tard, jusqu'à les années 80, 85, mais il y avait ça, Gramsci, la pensée de Gramsci, qui deviennent, on peut dire, vraiment la plaque tournante pour une série, pas seulement d'anthropologues. Moi, je n'étais pas encore anthropologue, mais j'étais fascinée par cette anthropologie, et Ernesto De Martino était une figure marginalisée dans l'ethnologie classique qui allait étudier les sociétés matrilinéaires ou les pouvoirs en Afrique. Et là, De Martino dit, non, ce n'est pas nécessaire. Nous avons chez nous les indios de por acá. Les indios de por là, ok. Mais allons à faire un acte politique et allons, comme il dit, je rentre dans la maison comme une camarade et je vois la souffrance, je vois les gens parler et je comprends qu'est-ce que sont toutes les stratégies de vivre une expérience de classe subalterne. Mais comment, pas seulement comme être souffrant, mais comme être antagoniste et résistant.